Investir dans l'immobilier, vous le savez, ça ne s'improvise pas. Depuis 2 ans, on essaie de vous partager un maximum de conseils. Dans cet épisode, le dernier de la saison, on va se raconter des petites anecdotes et vous partager des erreurs que des débutants ont commises pour qu'évidemment, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'eux. Un épisode qui vous est offert par Immovelant, Brico, Eloya, PNV et Belle Charge. Et comme à chaque fois, une belle bande d'experts, de passionnés. On va retrouver pour ce dernier épisode les chroniqueurs que vous avez le plus adorés. Attila est avec nous. Coucou Attila. Salut. Attila, première saison pour toi. Tout s'est bien passé ? Très très bien, je suis très content. Est-ce que tu reviens pour une saison 3 ? Bien sûr, avec grand plaisir. Eh ben, c'est la première bonne nouvelle de cet épisode. Eric Spitzer, il est là depuis le début. Il sera encore avec nous en saison 3. Il n'a pas le choix. Salut Eric. J'aurais bien voulu sortir, mais on me garde ici. Donc. Non, très très content de cette deuxième saison. Ouais. Et puis Ken Van Petegem. Coucou Ken. Hello Davy. Coach et agent immobilier pour Winvest. Merci d'être là les amis. Épisode un peu spécial, c'est le dernier de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une saison 3 qui arrive avec 20 nouveaux épisodes. Ça va être génial. Dès maintenant, vous pouvez nous faire des propositions, nous dire tiens, quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde en saison 3 en commentaire de cette vidéo. Un épisode un peu spécial. C'est vrai que chaque année, on aime bien terminer la saison en se racontant des petites anecdotes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ces gens qui se sont lancés et qui ont commis des erreurs, et on peut dire des erreurs de débutants. Est-ce que vous êtes prêts ? Il n'y a pas de before aujourd'hui, il n'y a pas d'after. On part en roue libre, on se raconte des petites histoires. Vous êtes les meilleurs pour ça. Et j'ai envie de démarrer avec toi, Attila. Ok. Une première histoire à nous raconter. Tu vas nous parler de quoi pour cette première histoire ? Petite histoire, mais écoutez, j'ai mis pas mal d'anecdotes. Là, j'ai fait un peu mes devoirs de préparation. Je vois ça. Alors, j'ai une petite anecdote que je trouve assez sympathique. Donc, je vais te la raconter. Donc, c'est le concept de cette émission. Je sais pas si tu es au courant. T'aurais dû mettre des popcorn. Ouais, c'est ça. en fait, il s'agit d'un propriétaire qui avait un immeuble de rapport. C'est un monsieur, très gentil monsieur, qui approchait de la pension. Il avait plus ou moins 65 ans. Il m'a demandé de revendre son immeuble, chose que j'ai fait bien évidemment. Et ensuite, avec les sous de cet immeuble, il voulait acheter une petite maison un peu en dehors de Bruxelles et avoir un jardin. Parce qu'il disait, voilà, j'ai envie d'avoir un petit potager, etc. et profiter de mon jardin. Je suis ok, très bien. Je lui présente une maison à Maquelon. Elle était très très bien, c'était une bifamiliale parce qu'il voulait rester avec ses enfants, etc. dans la maison. Enfin, son fils qui... J'ai dit voilà, c'est très bien, c'est une bifamiliale et vous occuperez le rez-de-chaussée et vos enfants le premier étage. Il me dit non, elle me convient finalement, elle me convient pas, je vais quand même acheter une autre maison. Donc, entre-temps, je le vois plus et il achète une maison. Donc, un peu de temps après, on se recroise. Je lui dis alors ça va, tu as trouvé ta maison, tu as trouvé ton bonheur. Il me dit oui, bien sûr. J'étais content. Il me dit ouais, plus ou moins. Je lui dis ah bon, pourquoi ? Il me dit bah écoute, il me dit je crois que j'ai un problème avec la terre dans mon jardin. Je dis pourquoi ? Il me dit j'ai planté des tomates, ça fait plus d'1 an, elles ne poussent pas. Je dis écoute, donne-moi un peu l'adresse de ta maison là. Hein ? Et je vais sur Street View, Google Maps, je regarde, je dis mais t'auras jamais de tomates ? Il me dit pourquoi ? Je dis mais ton jardin il est plein nord. Il me dit c'est quoi ça plein nord ? En fait, il savait pas qu'il y avait une orientation à avoir pour son jardin, par exemple sud, pour avoir du soleil dans son jardin. Donc il s'est trouvé, c'était son rêve, c'était d'avoir un potager, puis pouvoir planter des légumes, etc. Au final, là, acheter une maison avec un jardin avec une orientation nord. Eh ben, c'est bien dommage quand même. Une première belle anecdote pour pas de démarrer soleil, pas de tomates. Cette émission. Demandez. Intéressez-vous à l'orientation, d'où vient le soleil, où se couche le soleil. C'est vrai que toi, Ken, agent immobilier sur le terrain, ça fait partie des prérequis. Ouais, c'est une des premières choses qu'on regarde, l'orientation. En tout cas, quand tu as un espace extérieur, on regarde de quel côté il est orienté. Ouais. Et pas que, intérieur aussi, parce que c'est vrai qu'ici on parle du cas du potager, mais aujourd'hui souvent le salon, on a envie qu'il soit lumineux, et donc c'est important de savoir aussi de poser ces questions-là. Les fondamentaux, Eric, examen. Le soleil, il se couche à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Il se lève où ? Il se lève au pays du soleil levant, à savoir le Japon, à savoir à l'est. Merci. Et il se couche à l'ouest. En validé. Californie. C'est validé, Ken ? Ouais. Merci, Eric. C'est bon, tu peux continuer cette émission. J'avais peur. Donc, important, c'est le sud. Parce qu'à midi, c'est le sud, en principe. Ben, voilà, mais ici, c'était juste un bête exemple, parce que l'émission, le titre, c'est comment éviter des erreurs de débutants, etc. Le monsieur, il a 65 ans. Ouais. C'est pas un débutant, mais entre guillemets, un débutant dans l'immobilier. Donc, lui, c'était vraiment son rêve d'avoir son petit potager, etc. Malheureusement, voilà, il a fait une erreur parce qu'il n'a pas tenu compte d'un seul élément. Et au final, il se retrouve avec un jardin sans soleil. Et il s'est précipité. Ouais. Merci. Des erreurs comme ça, il y en a beaucoup dans beaucoup d'autres domaines. Hein. J'ai toute une liste là. Merci Attila pour cette première anecdote. À chaque fois, vous pouvez mettre une petite note sur 10 en commentaire sur la première anecdote d'Attila. Et vous aussi, partagez-nous vos anecdotes en commentaire. Et peut-être qu'on fera un épisode l'année prochaine avec vous. Et plus avec nos chroniqueurs, on les voit toute la saison. C'est bon, on peut faire une petite exception sur le 20e de l'année prochaine. Eric.
Monsieur Spitzer. Monsieur Spitzer. Il sera là la saison 3, c'est important. Et il y aura un cadeau pour vous en fin d'épisode. C'est vrai? Ah, on a un cadeau pour vous en fin d'épisode. C'est bon. Ah, pour vous. Toi, t'as déjà reçu assez de cadeaux toute la saison. Il en veut toujours plus, Attila. Eric, tu vas nous parler de quoi? Une erreur que les débutants dans l'immobilier font souvent, notamment avec des travaux de rénovation, c'est en fait de se voir trop beau et au niveau du timing. Donc de se dire que les choses vont prendre pas trop longtemps, que ça va aller vite. Et ce qui se passe, et j'ai connu le cas, ma première opération immobilière, en fait, c'était quelque chose d'assez lourd. On avait acheté une usine désaffectée, un chancre, on était 12 et il y avait 3 étapes. Il y avait le permis d'urbanisme, et puis les travaux communs qu'on finançait, qu'on payait ensemble, et puis chacun faisait sa vie dans son unité. Donc c'était vraiment 3 étapes. Et l'architecte nous avait un petit peu doré la pilule en disant oui, le permis ça va prendre 4 mois, et puis les travaux communs ça va prendre 5 mois, et puis 2 mois pour la finition. Et donc les gens avaient calculé ça, mais ils avaient commencé à donner leur renom pour leurs appartes, vendre leurs appartes existants, etc., etc. Au final, j'ai signé pour ce bazar en 99, ça ne nous rajeunit pas, et je suis rentré dedans en 2003. Ça veut dire qu'il y a des gens, mais qui avaient femme et enfants, qui ont dû aller camper chez leurs beaux-parents, ça a été la guerre, qui ont été dans des codes, dans des trucs improvisés. Et donc le conseil que je donne à quelqu'un qui a, dans ce genre de cas de figure, une rénovation, je parle pas de remettre un coup de peinture, je parle de quelque chose de lourd, changer vraiment la structure, le toit, les châssis, etc. C'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on ne croit, et donc il faut toujours prévoir un petit tampon, parce que sinon on se retrouve vraiment dans une situation. Et parfois, moi je m'en foutais. Moi j'étais dans mon appart, je pouvais rester là. J'avais dit à mon proprio, finalement je reste 1 an de plus. Il était très content, il avait son loyer pendant 1 an de plus, il n'y avait pas de problème. Mais il y en avait qui avaient déjà donné leur renom avec femme et enfants, et ils ont dû aller habiter dans un 2 pièces. C'était horrible. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut, le couple s'est séparé même avant d'arriver dans le truc. Donc il faut quand même faire attention. Oui, c'est ça que j'allais dire. Petite pensée pour tous ces couples qui se sont séparés à cause d'un timing mal géré et de travaux mal gérés. C'est vrai que le timing, en parlant de timing rapidement, j'ai un ami qui récemment, enfin non pas récemment, il y a 2-3 ans a voulu acheter, il pensait qu'en 6 mois ça allait être plié, il a mis 2 ans et demi à trouver son bien, le bien qu'il souhaitait, machin. Donc c'est vrai que il faut parfois prendre son temps et s'y prendre bien à l'avance. Et alors si t'as un mot qui veut dire beaucoup de temps, c'est le mot urbanisme. Hein. Ouais. Si tu dois rentrer un permis d'urbanisme, là tu oublies de mettre un timing. Pour la petite anecdote, puisqu'on est dans les anecdotes, le mot urbanisme, il est très spécial chez nous, puisqu'on a un épisode qu'on appelle Maudit, qu'on a déjà enregistré 2 fois sur l'urbanisme, qui n'est toujours pas sorti, mais on ne désespère pas. Et la saison 3, on fera l'épisode sur l'urbanisme, qui est un vrai sujet. Ken, on m'a envoyé une de tes anecdotes, et elle commence par « Et si on était propriétaire de rien du tout ?» C'est quoi le concept d'être propriétaire de rien du tout ? Ah oui, ok. Ah, il a fallu le temps. Non, mais donc, chez Winvest, notre job principal, c'est de vendre des biens existants en seconde main. Et donc, il y a un client qui nous appelle. On a eu 2 fois le cas. En fait, un gars qui a un appartement au dernier étage d'un immeuble, sous mansarde. Lui, il a acheté son appartement. Donc, chez le notaire, c'est passé et tout. Il pense qu'il vit dans un appartement. Nous, on vient chez lui. On lui pose des questions qu'un agent immobilier pose, tu vois, tiens, chaudière date de quand, est-ce que la copropriété va bien, syndic, PV d'AG et tout est en ordre. Malheureusement, l'urbanisme, encore une fois, met du temps avant de t'envoyer les renseignements urbanistiques. Donc nous, on va pas toujours à la commune vérifier les plans. Et donc on entame les démarches, parce que de visu, c'est un appartement qui est tout à fait normal. On entame les démarches, on commence à faire les visites, et à ce moment-là, on reçoit les renseignements urbanistiques. En fait, c'était pas un appartement, c'était un grenier. Et donc, à l'époque, le notaire a fait passer l'achat d'un appartement 2 chambres. C'est noté et tout, c'est signé, mais c'est un grenier. Et donc, un grenier n'a pas du tout la même valeur qu'un appartement 2 chambres. Donc, le gars qui avait acheté son appartement, je sais plus, c'était 170 000, je crois, son grenier valait 60-70 000 euros tout au plus, et c'était irrégularisable. Parce qu'il n'y avait pas l'acceptation de la commune, parce qu'il y a déjà trop de logements dans cet immeuble et tout, et donc le gars il avait perdu plus de 100 000 euros. Est-ce que dans le processus de vente classique, il aurait pu, toi tu l'as vu, tu l'as remarqué, est-ce qu'il aurait pu réussir à le vendre et tromper un futur propriétaire, ou alors le process fait qu'à un moment donné... Aujourd'hui c'est plus possible. Ok, c'est plus possible. Aujourd'hui tout est réglementé et tu peux pas signer un acte, même un compromis, sans les RU. Donc les RU c'est les renseignements urbanistiques. Et même
quand tu as des renseignements urbanistiques, parce que, encore une fois, c'est un gars qui a rempli les renseignements urbanistiques, parfois il dit « Oh, il n'y a rien ». Mais il y a une petite phrase en bas qui dit « C'est pas parce que j'ai dit qu'il n'y avait rien qu'il n'y a rien ». Donc, il faut quand même aller à la commune vérifier les plans. Et puis, des fois, tu as les plans que l'agent immobilier a fait si on a travaillé avec WeInvest et avec d'autres agences, il n'y a pas de plan, mais donc tu te démerdes. Et tu vas à la commune voir les plans. Et puis, tu regardes ce que tu as réellement et tu regardes ce que tu as légalement. Et là, s'il y a des différences, bah, tu dois commencer à négocier avec ton propriétaire une baisse de prix ou qu'il le régularise, des choses comme ça. Mais lui, à l'époque, c'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, il a fait une grosse perte. Premier tour de table, vous notez l'anecdote que vous avez préférée de ce premier tour de table. Merci pour ces belles anecdotes. Il y en a d'autres, hein. J'en ai reçu plein. On repart dans ce sens-là Non, on va redémarrer. On va aller chez Eric, tiens, pour la prochaine. Et je voulais juste vous féliciter parce que c'est la première fois qu'on a fait nos devoirs. Que vous avez fait vos devoirs. Sur 2 ans de préparation. Et je vois du texte, je vois des phrases et je me dis, ils se sont enfin investis dans cette émission. Ça veut dire qu'une fois tous les 2 ans, on veut bien, mais pas plus. Bah, rendez-vous dans 2 ans pour le prochain épisode bien préparé par nos chroniqueurs. Bon, Eric. Oui. C'est quoi cette histoire de payer un loyer d'un appartement qui n'existe pas? Ah, mais ça c'est un peu du Ken. En fait, j'ai loué un appart. Je connaissais le proprio, je cherchais un appart. Il me fait visiter un truc qui est en fait donc c'était une maison unifamiliale à Schaerbeek qu'il avait racheté, qu'il avait découpé en plusieurs unités. Et il y avait un bâtiment arrière, une maison arrière. Donc il y avait une petite cour, un petit passage, et puis il y avait une maison arrière. Moi, je visite ce truc, super, briques apparentes, génial, 100 mètres carrés utiles, fantastique. Et je dis, ok, bah, on signe, je m'installe, machin. Et puis un jour, je croise le voisin du premier avant, qui est là et qui me dit tiens, ça va, vous habitez ici? Oui. Ah bon? En fait, c'est pas un appartement, c'est un atelier. Parce qu'il y avait effectivement un atelier et effectivement, l'urbanisme avait dit OK pour séparer la maison en plusieurs unités, 4 unités, mais de ces 4 unités, maximum 3 logements. Donc il y avait un atelier, un bureau, etc. Alors qu'est-ce qu'il avait fait le brave proprio qui avait vendu les 3 unités, il avait vendu les 3 unités de devant, il avait conservé l'unité de derrière. Il était passé à l'urbanisme et puis finalement il avait dit en fait les compromis sont signés, mais vous me repassez le ré avant en atelier et vous me remettez la maison arrière en logement. Et je sais pas comment ça se fait, mais le gars à l'urbanisme à la commune a dit ok, je fais ça. Et donc le gars qui a passé son acte d'un rez-de-chaussée en appart, mais qui était officiellement en atelier. Donc évidemment, le type il comprenait rien, moi pas grand-chose non plus. Et donc finalement, moi j'étais dans un appartement et quelques temps après, évidemment, l'autre est allé gueuler, il a fait valoir une régularisation. Donc moi j'ai reçu un truc qui m'a dit monsieur, vous êtes dans un atelier, vous allez devoir remettre les lieux en état, etc., etc. Je me suis dit bon, ok, j'ai appelé mon proprio. Je me suis dit oui, mais ils se sont trompés. Le type, il a commencé à m'enfumer, mais comme un prince, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'était génial. Je dis, écoute, c'est bon, quoi. Ouais, ok. Enfin bon, t'inquiète, je te réduis le loyer. T'en as pour 1 an. Heureusement, 1 an plus tard, je quittais. Mais ce truc n'aurait jamais dû être un appartement. J'aurais jamais dû passer une nuit là-dedans. Finalement, j'ai passé 2 ans. Ça s'est pas trop mal passé. Mais de nouveau, heureusement j'étais locataire, donc c'est pas grave, mais il faut vraiment aller vérifier les renseignements urbanistiques, c'est crucial, ça a l'air de rien, mais c'est tellement compliqué, et surtout, c'est celui qui finalement achète le bien, il suit les infractions, il devient le responsable des infractions. Ouais, bon, après toi, personnellement, tu risquais rien parce que tu étais locataire, juste moi j'étais locataire, c'était pas trop, voilà, ouais. Mais voilà. Ici, le propriétaire a pris des risques, peut-être à l'époque moins, mais aujourd'hui, tu fais ça. Le locataire peut demander un remboursement de la totalité du loyer payé sur les années où il était là, parce que tu n'as pas le droit de jouir de revenus de quelque chose qui était légal. Exact. Donc tu peux te faire rembourser de la totalité, et en plus de ça, normalement, le locataire se fait rembourser, et puis il y a une indemnité d'utilisation que tu rembourses à ton propriétaire. Donc c'est fait 0. Sauf quand c'est fait ostensiblement. Et ici, clairement, il savait très bien que c'était un atelier, et donc il a loué quelque chose de manière illégale, donc il aurait dû tout rembourser au locataire, et le locataire ne doit rien payer comme indemnité d'emploi. Eric, tu rappellerais pas ton propriétaire de l'époque? Je passe un coup de fil, on peut faire après que je vais l'appeler. Il y a prescription ou pas dans cette histoire? Il y a un tout petit peu de prescription, je pense. Vos anecdotes, vous les racontez aussi, numéro WhatsApp, vous voulez le faire en vocal aussi, ça marche en 2024, technologie. Ah, les internets, Moi je déteste ceux qui envoient des vocaux, heureusement vous ne le faites pas. Attila, oui.
Une petite anecdote. Continuons ce bel épisode. Anecdote. Ici, le sujet, c'était les pièges à éviter pour les débutants. Ouais. Donc, j'ai fait toute une liste ici. J'en ai une dizaine. Ah oui, une je quinzaine, vois ça. donc, On dirait moi en première primaire qui apprend à écrire. C'est vrai que mon écriture, elle n'est pas très lisible, mais... T'es gaucher? Non, pas du tout. J'ai la même remarque sur mon fils à l'école. Les profs ils mettent des bons points parce qu'ils disent on ne sait pas lire son écriture. Mais tu sais, celui qui a une mauvaise écriture, il paraît que c'est parce qu'il pense plus vite qu'il n'écrit. Ça, c'est vrai. Voilà, donc tu es un génie. Ça m'arrive aussi de marcher beaucoup avec la tête en avant quand je marche. On croit que je suis bossu, mais c'est pas ça. C'est parce que ma tête va plus vite que le corps. Parle dans le micro. Parle quand même dans le micro. Ouais, exactement. Donc, allez, pour en revenir un peu à ma petite liste. Ouais. Après, moi, je cite quelques trucs et puis chacun pourra peut-être donner son anecdote. Vas-y. Donc moi, les erreurs à éviter. Éventuellement, lorsque vous allez faire votre financement, tu vas faire un prêt hypothécaire. Donc tu vas voir ton banquier. Il te dit, OK, je te propose un financement à 3%. Tu vas voir un autre banquier, il te dit 3,5%. Logiquement, tu vas chez qui? Celui à 3%. C'est peut-être une erreur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas regarder uniquement le pourcentage du taux hypothécaire qu'on va te délivrer. Il faut regarder également l'assurance solde restant due. Donc l'assurance vie qu'on va te coller avec ton financement, parce qu'il faut payer une assurance vie jusqu'à la fin de ton emprunt. À côté de ça, la banque va te coller l'assurance incendie également. Donc il faut faire un calcul en se disant, voilà, à 3%, plus mon assurance vie, plus mon assurance incendie, sur la durée totale de mon crédit de 20 ans, à 3%, ça me coûte autant. Et à 3,2%, donc dans l'autre banque, ou 3,3%, je compare également le coût total de mon crédit, plus le coût des assurances, plus le coût de mon assurance incendie. Tu serais étonné à quel point tu peux être moins cher en contractant à 3,3% et avec des assurances vie et des assurances incendie moins chères, plutôt que de contracter ton crédit à 3% qui peut au final te coûter plus cher. C'est intéressant ça. C'est un petit conseil qui est intéressant à prendre en compte. Ken, je pense de mémoire qu'à un moment donné, tu avais évoqué dans un épisode la différence entre le taux et le fameux TAEG. Oui. C'est ça le TAEG. C'est ce taux qui reprend tout. Global en fait. C'est ce qui reprend le coût total de ton crédit. Ouais. Ok. Et donc quand on va dans une banque et qu'on veut comparer, on doit demander le TAEG alors. Et c'est ça qu'on compare. Non, le TAEG, c'est le taux. C'est 3,2, 3,5, c'est un taux nominal. Okay. Le TAEG, c'est le taux exact sur 365 jours par an, mais ça ne tient pas compte des assurances, des frais ça de tient pas compte. Non. Par contre, ce que Attila dit est très juste, et c'est même, on se rend pas compte, 3,2 ou 3,1, évidemment, on va prendre 3,1. Mais 3,1 sur 300 000 euros, c'est rien en fait, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Maximum. Mais par contre, une assurance sur un bien de cette taille-là, ça peut aller du simple au double. Parce que tu te dis, j'ai eu le meilleur taux, et en fait, les assurances, de toute façon, je vais les prendre, je vais pas regarder. Ouais. Et en fait, là, les banques margent beaucoup plus sur les assurances, et il y a moyen d'avoir des solides réductions en termes budgétaires sur l'assurance incendie, l'assurance solde restant due, etc. Et en plus, avant, ils liaient les deux. C'était obligé, on te fait le crédit, mais tu prends l'assurance chez nous. Depuis quelques années, c'est interdit de faire ça, d'avoir la vente couplée. Donc, tu peux prendre ton crédit dans une banque et ton assurance chez un autre assureur. Mais par contre, on ne t'autorise pas souvent parce qu'on te dit « Ah, mais si vous prenez l'assurance vie ailleurs, c'est plus le même taux. Ouais. » C'est comme ça qu'ils te prennent un peu en otage. Et est-ce que c'est une vraie menace ou pas du tout? C'est pas une menace, c'est une analyse de marché. C'est-à-dire que quand on veut faire son premier emprunt et qu'on n'a pas suffisamment d'expérience, voilà, je donne ces petits conseils-là. Idéalement, comparez les offres que vous avez auprès des banques et comparez votre coût final à l'échéance de l'opération. Et là, vous allez savoir vers quelle banque vous redirigez, laquelle est la plus avantageuse. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est important, c'est en fait la relation qu'on a. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais banquier, c'était il y a un certain temps, mais... T'as été banquier aussi. J'ai tout fait, vieux. Juste footballeur, t'as pas été. Non, mais justement, je m'entraîne au comprendre. Champion de paddle. Je m'entraîne je vais envoyer dans la lucarne. Pour l'instant, je chote un peu dans la latte, mais je vais envoyer dans la lucarne. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'étais banquier. Quand j'étais banquier, et là, je ne chotais pas du tout dans la latte. J'ai un jour une cliente qui s'amène en me demandant, tiens, crédit, taux, etc., etc. Je lui fais un taux, un bon taux, commerçant, bon client. Elle était cliente, elle avait ses trucs. Et elle se ramène en disant, ah non, finalement, j'étais chez un autre courtier très très agressif à l'époque, et il m'a donné un taux meilleur que vous, un tout petit peu meilleur, mais vous comprenez, c'est comme ça. Ok, bon bah tant pis, on perd une affaire, ça, on n'est pas content, mais ça c'est le commerce. 3 mois plus tard, elle se ramène, catastrophée, en me disant, écoutez, j'ai eu une échéance de retard et ils m'ont dénoncé mon crédit. Maintenant, c'est des pénalités monstrueuses, le taux a augmenté. Une échéance. Ouais. En général, c'est après 6 mois ou 8 mois. Non. Là, c'était vraiment très, très vite. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Alors, j'ai un peu regardé. C'était effectivement pas une échéance de retard, mais les mecs voulaient rien entendre. Peut-être le banquier était intéressé par le bien. Peut-être. Non, mais Attila.
Ça y est, oui. Donc, mais et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a, oui, ok, il y a le coût total, etc. Faut regarder, on va pas les payer 1 000 € par an en plus pour le plaisir de les payer. Hein. Alors, je préfère t'inviter au resto. Bien évidemment. Ou Ken. Plusieurs fois d'ailleurs avec 1 000 € par an. Avec plaisir. Ken, il a des goûts de luxe, donc ce sera 1 000 €, ce sera pas assez. Ah, moi aussi, j'aime bien la truffe champagne. Toi, on va manger un kebab à 2, on est bon. Alors, mais par contre, effectivement, personne ne veut payer ça. Mais il faut quand même regarder aussi ce qu'on a et la relation qu'on a, quoi. Et c'est bien de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est vrai que dans chaque épisode, on parlait toujours du taux, de la négociation du taux. De temps en temps, on a évoqué le fait qu'on pouvait jouer aussi avec les assurances, mais là au moins, c'est bien illustré, bien raconté. Voilà. Bravo, merci. Et vous notez. Tu as un deuxième piège Non. Pardon. Non, Attila. Il s'en fout. J'en ai plein des pièges. Attila. On doit former nos auditeurs, nos spectateurs, nos... Effectivement. Bah, allez, un deuxième, parce que je t'aime beaucoup et que t'as mis un J'en ai 9, magnifique petit pull. J'en ai 9. Commençons déjà par le deuxième, c'est bien. Deuxième, ok. Vous allez visiter un bien, hein, tu vas visiter un bien, et puis tu as l'agent immobilier qui te l'a présenté, hein, Ken par exemple, et puis tu as fini ta visite, et tu dis, bah écoutez, si vous intéresse, faut le prendre maintenant, hein, faut signer tout de suite, hein, parce que j'ai plein de clients derrière qui sont intéressés. Non, ne cédez pas à la pression. Donc achetez un bien, ça demande de la réflexion, regardez, analysez le produit, voilà, prenez la décision avec toute la sérénité qui s'impose, voilà, parce que sinon vous risquez de faire un achat compulsif et puis après vous dire finalement est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce bien, pas bien fait, etc. Donc voilà, il faut prendre le temps lorsqu'on achète un bien. Oui, sauf que dans certains cas, c'est vrai, il y a une forte demande. C'est pas toujours une technique pour signer le plus rapidement possible, Ken. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps pour se renseigner sur l'immobilier. Donc faire des visites et tout. Mais à un moment donné, quand on est face au bien qui nous plaît, il faut pouvoir se positionner directement. Parce que parfois, oui, il y a de la demande. Et là, on ne sait jamais dire quand l'agent immobilier dit la vérité ou pas. Pour faire la pub de Winvest, on a tendance à être très transparent. Ça fait partie des formations qu'on donne. On ne ment jamais aux gens. Parce qu'à un moment donné, tu passes pour un con. Et vos offres, elles sont où? Mais finalement, personne ne s'est positionné, tu as tout perdu. Donc c'est une technique que nous, on n'utilise pas, mais il y a effectivement des agents qui l'utilisent. Mais il ne faut pas céder à ça. Si vous maîtrisez le marché, vous ne cédez pas à ça. Parce que c'est vous qui décidez quel est votre prix. Si c'est plus que ça, tant pis, je me retire. Ce n'était pas pour moi. Si c'est mon prix, alors je peux me positionner directement. Si j'ai déjà suivi plein de podcasts du rendez-vous des propriétaires, j'ai déjà été visiter plein de biens, je commence à maîtriser les prix, je peux me décider directement quand quelque chose me convient. Bien sûr, Ken, moi, le but de ma réflexion, c'était pas justement de dire que les agents immobiliers vous pressent ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, voilà, si vous êtes face à ce type de situation, comme tu as si bien dit, si tu maîtrises ton bien, ton marché, tu connais le quartier, tu es sûr que tu vas acheter là et que le produit correspond, tu fonces. Mais sinon, voilà, il faut quand même juste prendre son temps, quoi, et pas céder à ce type de... Non, mais c'est l'occasion aussi de saluer, excuse-moi Eric, mais c'est l'occasion de saluer aussi Philippe Zombat qui était venu dans un de nos épisodes et qui nous avait raconté cette anecdote qu'il avait visité une maison, effectivement, il avait adoré, coup de cœur, c'était fait la visite un week-end et l'agent immobilier lui avait mis la pression, il avait refusé parce qu'il voulait réfléchir et puis il s'est baladé, je crois, en pleine semaine dans le quartier et il s'est rendu compte que c'était embouteillé dans tous les sens, que c'était le bordel. L'agent immobilier, il a rappelé dans l'après-midi pour dire écoutez, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et après ce qu'il avait vécu en termes d'embouteillage, il a dit non mais ce bien en fait il est pas pour moi, alors que quelques jours avant il l'aurait signé si l'agent, enfin tu vois, donc c'est vrai qu'il faut parfois prendre le temps, aller visiter, choisir son jour, aller le soir aussi parce que parfois un quartier peut être différent le soir du jour, prendre son temps. Oui, j'avais mis ça, donc si on visite le soir, il faut quand même peut-être aller visiter en journée. On verra déjà peut-être mieux la façade avant et arrière. Et passer t'achètes l'appartement, t'es content, tu reviens en journée, tu vois la façade elle est toute pourrie, tu dis mais j'avais pas vu, bah ouais c'était la nuit. Et pas bien. Et tu passes par le nord et puis une fois tu passes par le sud, pour ça tu peux voir si la différence. Exactement aussi. On continue à avancer et on vous invite vraiment aussi vous à mettre vos anecdotes. J'adore cet épisode. Eric. Il est fantastique, hein. Merci Eric, comme toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui fais un compliment. Je te donne des exemples. Une anecdote. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une nouvelle anecdote. Je te donne un fil conducteur, un exemple. Non, j'en ai une si tu veux, David. Non, Eric. J'avais préparé. Attention, j'avais préparé. Les notes. Ça va ou quoi? Oui. Ne pas tout dire à son banquier. Ça, c'est une erreur. Coûter cher. Grosse erreur. Grossière erreur. Non, mais effectivement, le banquier est on va dire, une étape incontournable lorsqu'on achète un bien immobilier, hein. C'est comme ça. Pour 95% des gens, il faut quand même le financer. Et donc, quand on le finance, il faut rentrer une demande de crédit. Et quand on rentre une demande de crédit, il faut raconter, il faut être le plus transparent possible sur la situation, si on a d'autres crédits, si on a eu éventuellement un problème par le passé, enfin bref, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer d'éviter de raconter des bêtises. Faut pas embellir le tableau.
Mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai eu aussi des gens en face de moi qui me disaient ouais, voilà, j'ai ça. Et puis à ce moment, on a accès à des centrales et à des bases de données. Et on voit qu'il y a un truc qui clignote quand même en rouge foncé. On dit qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Mais enfin, j'ai un truc. Ah oui, mais ça c'est un créneau, mais ça c'est il y a longtemps, c'est réglé. Donc, ce qui est important, c'est la confiance. Ouais. C'est quand même quelqu'un, pas personnellement, mais c'est une institution qui va vous prêter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, il faut quand même qu'on raconte un peu la vérité et qu'on soit transparent, parce que si la confiance disparaît, c'est l'opération qui disparaît. Ken, tu as déjà rencontré sûrement des couples, des gens qui ont essayé de te retourner le cerveau ou de te raconter des histoires. Est-ce que tu as l'une ou l'autre anecdote qui te vient là maintenant? Alors, le plus étonnant, c'est quand des gens viennent faire une demande de crédit. Et tu leur dis, tiens, voilà, il manque 20 000 euros de fonds propres, et le lendemain, ils les ont. Il dit, on a déjà trouvé les 20 000. Ça, c'est quand même, tu vois, tu trouves pas 20 000 sur le sabot d'un cheval, tu vois. Ouais, donc, moi, j'appelle Eric, quand j'ai besoin de 20 000 euros, j'appelle Eric. Mais il y en a, et donc là... là, en tant que banquier, tu te poses des questions. Rappelez-moi. En tant que banquier, tu te poses des questions à ce moment-là. Comment il a trouvé 20 000 en une journée, quoi. Ouais, c'est vrai que ça reste des indicateurs. Enfin, après, les gens aujourd'hui, soyez malins, le plus transparent possible. En fait, soyez transparent, mais soyez malins. Ouais. Parce que à être trop transparent parfois, on va pas se mentir non plus. Il y a des choses parfois qu'il faut dire au bon moment. Oui, bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas de raconter toute sa vie non plus, mais c'est de donner suffisamment d'éléments, et surtout s'il y a des éléments qui sont, on va dire, qui vont avoir un impact sur la décision, sur l'analyse, il faut les donner, parce que si quelqu'un après il te rappelle en disant j'ai trouvé ça ou ça ou ça, t'avais oublié de me le dire, ça fait quand même pas bonne impression, quoi. Ken, on continue tout doucement, on arrive déjà à la fin de cet épisode, le dernier de la saison. Mais la bonne nouvelle, je l'ai dit au début, mais pour ceux qui accrochent ici maintenant, il y aura une saison 3 du Rendez-vous des Proprios, c'est acté, c'est sûr. On continue l'aventure. Ken, encore une petite histoire. Alors, on parle de débutants, là je vais parler de débutants qui pensent qu'ils sont des professionnels de l'immobilier et qui peuvent faire de l'achat-revente comme Attila. L'achat-revente, c'est compliqué. Et souvent dans l'achat-revente, comme ils ont suivi des formations de haute qualité, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire des options cessibles, divisibles, sans aucun problème. Et aujourd'hui, grâce à notre ami Nawal Benamou, les locataires ont un droit de préférence sur leur appartement. Donc tu prends une option sur un immeuble de rapport. Et on va dire qu'il y a 4 unités. Donc tu fais une option cessible, divisible. Ça veut dire que tu n'es pas propriétaire, tu signes une option. Tu vas pouvoir, dans un laps de temps de 6 mois, 1 an, revendre unité par unité. Et le bénéfice, il est pour toi. Mais donc tu vends le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, le troisième. Et puis tu dis, tiens, en vendant ces 4 premières unités, j'ai mon prix de mon option. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir la dernière opportunité gratuitement pour ne pas payer de TVA sur la plus-value. Parce que dans une option, je fais une option à 500 000, je revends à 700 000, je paye de la TVA sur 200 000 euros de bénéfice. Je la fais rapidement, il y a d'autres frais annexes, mais c'est pour avoir une idée. Et donc, plutôt que de payer 21% sur 200 000, ce qui fait 42 000 euros, je vais saisir la dernière unité et déclarer un pro-fiscaux, donc payer des droits d'enregistrement de 8% en tant que marchand de biens. Et donc sur, on va dire 200 000 euros, je ne paye plus que 16 000. Donc j'ai gagné presque, je fais vite les calculs, 26 000 euros. Ok ? Donc je dis, c'est génial. Mais il y avait un locataire justement dans cette dernière unité et je ne lui ai pas proposé de l'acheter. Lui, il n'y connaissait rien. Et puis il y a un pote à lui dans un bar qui dit, mais enfin, t'es con, t'es locataire, t'avais le droit de l'acheter. Il envoie un courrier, il achète l'appartement pour 0 euros et toi, t'as tout perdu. Ouais. Donc les options cessibles, c'est un vrai métier, c'est une maîtrise des réglementations. Et si tu espères entuber les gens en prenant la dernière pour 0 euros et juste faire un pro-fiscaux, fais bien attention que ton locataire n'a pas un droit de préférence dessus. Son explication est très technique, mais c'est bien ficelé. Mais c'est pas mal, ça fera office d'un reel, ça. Mais va-t-il dépasser les 2 millions avec ce reel-là? Puisqu'on le rappelle, Ken aujourd'hui est le détenteur du record du reel le plus vu sur nos réseaux sociaux. Bravo à toi, mais attention, Attila n'est pas loin. Eric a un peu ralenti sur cette fin de saison. J'ai mis la deuxième, je pense que c'est l'âge, mais il va revenir en force dans cette saison 3, Eric. Je fais un peu de payant et tout ça est réglé. L'argent, toujours l'argent avec Eric. Tout ne s'achète pas, Eric.
Non, c'est vrai que je l'ai vu. Voilà, il est beaucoup plus télégénique que moi. Hein. Il a encore moins de cheveux que moi. C'est incompréhensible. Moi, c'est ça, à mon avis. On ne dit pas le physique. Une petite dernière. Ouais, enfin, deux petites. Je vais en citer 2-3. C'est juste pour rester dans le thème Ouais, de vas-y. l'émission, les erreurs à Merci éviter. d'être cohérent, ça fait plaisir. Donc, lorsque vous faites l'achat d'un appartement, s'il est en copropriété, lisez correctement les assemblées générales. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, vous avez des charges qui sont de l'ordre de 200 € par mois, qui comprennent l'eau, l'électricité, enfin l'eau, le chauffage, qu'est-ce qu'on a, l'assurance incendie, les communs, etc. frais des communs, etc. l'ascenseur. Mais par contre, il est fort probable qu'on a décidé, dans une assemblée générale de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, de provisionner un fonds de réserve qui devrait être atteint ou commencer dans 2 ans ou dans 3 ans, pour un montant de 500 000 €. Et du coup, vous vous retrouvez, par rapport à vos quotités, avec des charges supplémentaires pour le fonds de réserve qui peuvent monter jusqu'à 300-400 € par mois. Donc si on se dit, OK, j'ai acheté cet appartement, j'ai 200 € de charges privatives par mois, ça me convient, c'est très bien par rapport à mon budget et le remboursement de mon financement, vous pouvez retrouver avec des sommes qui sont assez conséquentes si vous n'avez pas fait attention aux assemblées générales. Ça, à côté de ça, lorsque vous visitez un appartement, une maison ou autre, c'est bête, mais il n'y a personne qui le fait. Ouvrez tous les châssis. C'est simple, essayez la quincaillerie, est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Essayez la chaudière. Regardez ces petites choses-là. Parce qu'une fois que l'acte est passé, c'est terminé. Vous avez beau courir derrière le propriétaire, appeler votre notaire en disant « Oh, mais j'ai allumé la chaudière, elle ne fonctionne plus. » C'est trop tard, l'acte a été signé, vous l'avez acheté dans l'état où vous l'avez visité. Donc c'est bien d'y aller la veille pour vérifier de nouveau, encore une fois, que l'appartement est comme vous l'avez visité le jour où vous l'avez fait avec Ken au compromis, avant l'acquisition. Mais avant l'acte, 2-3 jours avant, essayez de prendre un rendez-vous pour revisiter l'appartement et surtout faites attention à ces petits trucs, quoi. Un châssis, OK, on se dit on va le vérifier, c'est une fenêtre, elle va s'ouvrir, mais non, elle ne s'ouvre pas forcément en fait. Donc c'est des petits travaux qu'on peut éviter par la suite. Lors d'une visite, quels sont les autres petits points qu'on doit absolument vérifier pour éviter des surprises par la suite? Il a parlé de la chaudière, il a parlé des châssis. Tout ce qui est tâche d'humidité, très important. Qu'on peut camoufler. Est-ce qu'on peut détecter? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu as déjà vu, Ken, où on camoufle ce genre de tâches d'humidité? Non, parce que nous, en tant qu'agent immobilier, on déconseille aux propriétaires de camoufler. Parce que si ça ressort et que tu sais prouver que ça a été camouflé, c'est un vice caché, tu vois. Ouais, enfin, il faut encore y aller pour le prouver parce que c'est des batailles d'experts, mais. Il y a des appareils, par exemple, qui détectent, question bête. L'humidité, ouais, t'as genre un petit détecteurs bip bip et là, d'humidité, tiens, il y a l'humidité. Ah, ça existe, ok. T'as des petits. Avec une petite boule comme ça, poup, Ah ouais, donc on pourrait visiter avec cet appareil et tester. Il y a d'autres choses qui sont importantes à vérifier qu'on vérifie pas parce qu'on a le coup de cœur, quoi. Les éléments importants, c'est comme il a dit, c'est la chaudière, c'est les gros appareils, c'est le toit. Ouais. Aller dans les combles, voir un petit peu au niveau de l'isolation comment c'est fait. Il y a un truc dont on parle très très peu et qui concerne 60% des maisons à Bruxelles, c'est l'amiante. Ouais. Ces tuyaux qui sont dans les caves, qui sont avec une espèce de gros plâtre comme ça enroulé, ben là-dedans, il y a dans une énorme majorité des cas de l'amiante. L'amiante, c'est quelque chose de mortel, c'est quand même pas rien. Donc il faut quand même un peu regarder. Alors voilà, si c'est encore en état correct, on n'y a pas touché, il faut surtout pas y toucher, ou en tout cas pas sans un masque. Mais si on voit que ça se désagrège, il faut quand même faire un petit peu attention. Est-ce qu'il y a un appareil bip 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 pour l'amiante? Ouais. Moi, je connais pas d'appareil pour l'amiante. Des certificateurs. Comment tu sais? En Flandre, le certificat amiante est obligatoire. Ça se voit l'amiante? Ça se voit l'amiante? Si c'est certificat. Non, tu le reconnais avec cette espèce de plâtre. C'est comme des plâtres, des bandages en blanc. On dirait emballés, comme les vieux plâtres. Exactement, les vieux plâtres. Ouais, je vois, ouais. C'est ça. Et donc, si tu vois que ça commence à se désagréger, tu te dis, là, mais l'ancienne isolation des vieilles maisons, notamment bruxelloises, c'est 80%, c'était fait comme ça. Parce qu'on pensait pas que l'amiante était dangereux. Donc, c'était standard, quoi. C'était pas de la mousse, c'était pas des trucs. Ouais. Et après, sur rêve de tranquillité, par contre, ça c'est beaucoup plus difficilement mesurable, c'est l'acoustique des appartements. On essaie de mettre des normes en place acoustiques. Dans les nouvelles constructions, ils sont plus ou moins respectés. Mais le bâti bruxellois, dans sa majorité, acoustiquement, c'est pas top. Donc là, éventuellement, vous sonnez chez les voisins. Ouais. Si c'est un appartement, vous leur demandez alors comment c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, est-ce que ça résonne beaucoup à côté, etc. Parce que pour certaines personnes, ça peut devenir un enfer. Ça peut devenir un enfer. Pour revenir à ce que notre ami ici disait concernant les copropriétés, c'est vraiment très très important parce qu'il y a plusieurs éléments maintenant qui sont très chers. C'est les ascenseurs. Parce qu'il faut remettre les ascenseurs aux normes. Et de nouveau, dans les maisons bruxelloises, les ascenseurs sont 60% pas aux normes. Ça coûte une blinde. Et l'isolation. Ouais. Et donc, effectivement, et alors tu vois aussi dans les PV des assemblées générales, si c'est au sac de sable et à la mitrailleuse ou si ça se fait des bisous entre copropriétaires. Parce que tu vois les trucs, tu vois celui-là n'a pas payé, celui-là en retard, celui-là refuse, celui-là conteste. Et donc c'est important, ça prend du temps, c'est assez chiant à faire, faut dire les choses comme elles sont, mais il faut lire ces quelques PV d'assemblée. Et bêtise, pour clôturer le sujet là-dessus, les sols infectés, c'est vrai
il y a de plus en plus de dossiers qui ressortent, etc. Les sols, est-ce qu'il y a il y a aussi une vérification qui se fait? Tu as une cartographie de la pollution des sols qui est reprise en Belgique. Donc il n'y a pas de risque d'acheter une maison qui est magnifique, un jardin qui est magnifique, et puis on se rend compte que les tomates sont bleues au lieu d'être vertes, quoi. Tu vas le savoir parce rouge, que entre compromis et acte, le notaire va demander une attestation de sol. Ok, d'accord. Donc là, on a une catégorie 0, 1, 2, 3 D'accord. qui t'informe si il y a une pollution orpheline, si elle a été vraiment polluée, s'il y a une suspicion de pollution. Pardon. Donc tu en es averti avant l'acte. Ok, ça va. Donc, normalement, ça, il y a pas tu de... sais savoir ce que tu achètes. Et alors, si tu l'achètes avec la pollution, il en va de ta responsabilité de dépolluer. Ok, C'est une obligation. parfait. On va... Dernier point. Eh ben, tu sais quoi? Garde-le, parce que ce qu'on va faire là maintenant, c'est le rush final. Il y a déjà plus ou moins 35 minutes. Oula. Donc maintenant, je veux la meilleure de vos anecdotes. D'accord? Oula. Et pas trop long, s'il vous plaît. La meilleure de vos anecdotes. Et là, vraiment, je vous invite à voter pour le meilleur des chroniqueurs, la meilleure des anecdotes, en commentaire de cette vidéo. Qui est prêt? Qui veut commencer? Allez, vas-y. Je reçois un message qui me dit Ken a une super anecdote. J'ai gardé la meilleure pour la fin. Ah, vas-y Ken. Encore un gars qui a suivi des formations et qui pense que c'est un pro de l'immobilier maintenant et qui s'est pris une douille monumentale. Mais c'est un pote. J'espère que tu m'en veux pas que je raconte cette histoire. Mais donc, il achète un immeuble de rapport. L'immeuble de rapport est en mauvais état. Il y a des locataires dedans. Il dit voilà, je vous mets dehors pour travaux. Donc, il doit donner un devis d'une valeur de 2 ans de loyer de la totalité de l'immeuble de rapport pour pouvoir mettre les locataires dehors dans les 6 mois pour cause de travaux. Tout le monde est d'accord, il y a le devis, donc il le fait de manière tout à fait correcte. Il met les locataires dehors et puis il se dit je vais déjà mettre en vente et commencer les travaux. Et en fait, il a une superbe offre sur les appartements directement sans travaux. Il dit ok, vas-y, je signe. Et là, en balade, il y a le locataire qui dit tiens, mais ici, il n'y a pas eu les travaux. Amende pour elle a balancé aux autres locataires. Donc, il a pu repayer 2 ans de loyer d'indemnité par locataire. Et donc, ça lui a fait, je crois, qu'une indemnité de 60 000 €. Donc, c'était un immeuble de rapport qui coûtait pas très cher. Il faisait une petite plus-value sympa de 25 ou 30 000 €. Et finalement, ça lui a coûté 60 000 €. Donc, les réglementations, c'est très, très important de maîtriser ça. C'est pour ça que l'immobilier, c'est pas un jeu. C'est réglementé et il faut les maîtriser. Et avec des acteurs comme notre cher ami Nawal Benamou, il faut maîtriser les réglementations locatives. Et ici, tu peux mettre un locataire dehors pour certaines raisons, et quand tu les utilises, il faut les respecter, sinon tu prends une sacrée claque en retour. Et si vous voulez jouer à l'immobilier, il y a le Monopoly. Exactement. C'est sympa aussi. Eric, une petite anecdote, la dernière. Hein. La dernière. La meilleure. Donc moi, j'ai un marchand de biens qui s'est fait une plus-value de plus ou moins 200 000 € sur un bien qu'il n'avait même pas acheté. Donc, il était en train, et c'était une succession, il s'était arrangé avec le notaire et les héritiers qui voulaient vendre, il voulait pas s'emmerder avec ça. Lui, il était marchand de biens, il a fait une offre un petit peu au rabais, mais voilà, c'est passé parce qu'il voulait pas le dernier carat. Et puis, avant l'acte, il demande au notaire de pouvoir avoir les clés pour aller faire des mesures, un petit peu regarder. Et il se balade, il est là dans le jardin, et puis il y a un type qui passe dans la rue qui dit « Bonjour monsieur, cette maison est à vendre ?» « Oui. » « Combien ?» Le prix, plus 200 000 €. Ok, j'achète. C'est quelle dinguerie. Oui, facile quoi. Mais il n'y a pas ces histoires de... Quand un bien est vendu trop cher, genre il y a un warning qui se fait quelque part au niveau de la banque qui dit attends là il y a un problème, c'est suspect, c'est potentiellement du blanchiment. Non, c'est quand un bien est vendu pas assez cher. Ah, pas assez cher. Il y a un non-warning au niveau de l'enregistrement. Parce que là tu dis attends... Mais en vrai un bien on peut le vendre à n'importe quel prix. Tu peux le vendre à 1 €. Si un acheteur qui veut l'acheter 3 fois au-dessus du prix, il n'y a pas de problème. Ou 3 fois en dessous du prix, c'est juste que tu dois faire un pro fiscal si tu l'as acheté moins cher que la valeur réelle. C'est-à-dire tu achètes à 100 000, il vaut 200 000, tu dis à l'État, voilà, moi j'ai acheté un truc à 100 000, mais je voudrais payer des droits sur 200 000. Ok. Et alors tu es tranquille. Voilà. Rappelle-moi, je l'ai compris, hein, c'est un dû, mais un pro fisco en une phrase. Bah c'est ça, c'est de... Ouais, mais c'est quoi? C'est un document? Il faut appliquer? Il faut faire C'est quoi? une démarche que tu fais avec ton notaire. Donc le notaire va déclarer le montant sur lequel tu payes tes droits d'enregistrement. Et ça s'appelle un pro Tu fisco. achètes à 100 000 et en fait tu vas payer des droits d'enregistrement sur 200 000. Magnifique. Je profite d'une petite anecdote. C'est la dernière de la saison. Il parlait de travaux dans une maison. Donc il y a souvent des gens qui disent tiens, est-ce que je peux déjà commencer les travaux avant l'acte? Ah oui, bonne idée ça aussi. Pas une mauvaise idée si tu ne fais que démolir. Mais si tu espères finir ton appartement avant l'acte, le propriétaire qui te vendait, il dit finalement je vends plus. Parce qu'en fait, il te doit que 10% d'indemnité si tu fais sauter la vente. Ouais, enfin, mais si toi tu as donné... compromis vos ventes. Hein. Ouais, mais vas-y en fait, en justice, si tu dis finalement je veux plus vendre, l'indemnité c'est 10%. Et ben voilà, moi je te paye tes 10% et toi tu m'as fait une plus-value de 30%, tu l'as... Désolé, bien profond. Mais donc il faut faire attention. Ouais, ça existe. Les travaux,
Oui, avant l'acte éventuellement, et encore c'est souvent déconseillé, mais pourquoi pas déblayer les cuisines, salles de bain qu'on va refaire, comme ça le chantier est prêt le jour de l'acte pour commencer, mais n'apportez pas une plus-value au bien que vous allez acheter. Merci Ken. Avec plaisir. Attila, c'est vrai que depuis ton arrivée dans cette émission, beaucoup de gens te considèrent comme le meilleur raconteur d'histoire. Moi aujourd'hui, j'ai vu 2 personnes qui sont à l'affût pour prendre ce statut et te dépasser. Donc ramène-les Là, sur le droit chemin. L'histoire qui me vient à l'esprit. Par contre, c'est juste encore un dernier petit conseil, conseil de fin de saison. Vas-y. C'est lorsque vous achetez votre bien et que vous voulez faire des travaux, que ce soit une maison ou un appartement, essayez de multiplier les offres pour les travaux avec différents entrepreneurs. Ouais. Renseignez-vous sur votre entrepreneur. Vérifiez s'il a un bilan qui date de moins de 6 mois. Posez-lui des questions. Et vérifiez les antécédents. Faites attention qu'il ne se casse pas avec votre acompte. Il y a des très bons entrepreneurs, mais il y a aussi des pommes pourries dedans. Et alors, si vous en avez 2, 3, la technique que moi j'utilise, s'il vient tirer à 4 épingles avec des chaussures cirées qui brillent, c'est pas avec lui que je vais travailler. Je veux qu'il ait de la poussière sur ses chaussures comme moi j'en ai sur les miennes. Ça veut dire que le mec, il est sur ses chantiers. Voilà, ça c'est un petit conseil que je veux donner. Merci Attila. Et tu sais quoi, ça fait partie, on est occupé à travailler sur les sujets qu'on va aborder en saison 3 et les arnaques des entrepreneurs ou comment bien choisir son entrepreneur fait partie des sujets qu'on veut aborder l'année prochaine. Tu as dit que l'épisode était sponsorisé par Bata pour les chaussures. Eric, Bata, j'ai pas la référence. Oh, c'est une vieille marque de chaussures. Eric, on connaît pas. On en fait un effort, Eric. Par Ambiorix. Non, Eric, merci. Bon. Allez, on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. J'espère que vous avez vécu une belle année et que l'année prochaine se passera tout aussi bien pour vous, que vous allez faire un maximum d'investissements, gagner un maximum d'argent. Et vous aussi. J'espère vous retrouver très vite pour la saison 3. Et alors, je vais juste regarder, je vais faire un petit clin d'œil du côté de la productrice. Je veux juste voir. Elle a prévu quelque chose pour vous 3. Est-ce qu'on le fait pendant l'émission ? Est-ce que tu vas le chercher et on offre le cadeau en direct ou on le fait après? Comme ça, on te voit, parce qu'on la voit jamais, alors que celle qui est derrière ce projet, elle a prévu des petits cadeaux pour vous, les amis. On sait que toi, ça va te faire plaisir, Attila. Ah bon? Ah oui, ça va te faire très plaisir. Là, c'est bon, on parle les sentiments. Pas juste par derrière, voilà. Marie-Charlotte Capron, s'il vous plaît, la patronne de cette émission. Et donc, vous allez tous recevoir votre petite bouteille de jus d'orange, évidemment. Et de plus, c'est mon anniversaire. C'est vrai, on a tourné aujourd'hui. Voilà, les bouteilles à mon honneur. Voilà. Donc merci à vous, vraiment, vous avez été. Bonne année. Je fais 45 aujourd'hui. On fera ça après l'émission. Je te rattrape. C'est bon. On fera ça après l'émission. Marie-Charlotte essaie juste de passer par derrière, sinon tu passes devant les caméras, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ce bel épisode. Merci Ken, merci pour la saison. C'était très bien. Merci à tous les chroniqueurs aussi qui ont fait de cette saison une super saison. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints. La communauté ne cesse de grandir, on est de plus en plus nombreux. Merci aux partenaires cette année qui ont été incroyables. Imovlan évidemment, Eloya, PNV, Bellecharge, Brico. On espère vous retrouver le plus rapidement possible. C'est acté, on sera de retour. Donc merci à vous tous et on dit à l'année prochaine. C'est ça. Rendez-vous pour la saison 3. Voilà. Bravo à toi, David, également. Aussi, j'ai oublié. Merci à Lila qui prépare les émissions. Merci aussi à Minimaliste. C'est lui qui fait les montages, toutes les vidéos qu'elle a à chaque fois. Minimaliste, on va mettre aussi la référence en dessous de l'épisode. Besoin d'un petit vidéaste, besoin de faire un petit after movie. Retenez Minimaliste. Allez, ciao les amis. À bientôt, au revoir.